19h dans nos studios, il est l'heure du grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer ce soir encore avec nos différents invités et rubricards. Nous allons nous assurer de vous faire passer un agréable moment. Restez donc confortablement installés. Que réserve la météo de demain? Découvrons-le ensemble. Voilà, la carte postale ce soir nous amène au nord du Bénin, à Sinandé, particulièrement dans le département du Borgou. Bonsoir aux populations de Sinandé. Nous avons 4 rubriques au menu de ce numéro du grand rendez-vous. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la sécurisation des produits agricoles. La mise en place d'une meilleure politique de sécurisation pourrait s'avérer une bonne solution. Journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce jour. On parle de nature et bien-être avec Yasmine Damata et son invité. Des astuces seront partagées avec vous pour avoir une bonne hygiène buccale. C'est dans nature et bien-être. Le conte est aussi à l'honneur ce jour, destiné à distraire et à instruire. Le conte a toujours été présent dans les sociétés africaines. Autant savoir reçoit pour vous un conteur pour parler de son rôle au sein des communautés. Quelles sont les opportunités qu'offre la langue française aux francophones? On s'y penche dans la rubrique Expert à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Estelle Pazou qui est déjà en place. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Agnat Belot. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Que devient la langue française au Bénin? C'est la question de la rédaction à l'occasion de la journée internationale de la francophonie et c'est un enseignant, Brice Dos Santos, qui répond à la question. Et puis, une nouvelle imposition pour les artisans. Il s'agit de la TPS, taxe professionnelle synthétique. Elle est perçue sur toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA. Et puis, Challenge Cotonou Skating Open a réuni les athlètes béninois autour du roller. Réunis dans des différentes catégories, ils ont croisé leur talent de patineur au stade Mathieu Kérékou. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci à Wessel Pazou. On a hâte de vous retrouver à 19h45. Le premier plateau de ce soir s'installe, le monde agricole. Voilà, ce soir avec le monde agricole, on s'intéresse à la sécurisation des produits agricoles. Martial Betoro et son invité sont d'ailleurs déjà avec nous, mais avant de les recevoir, on suit ce reportage de Martial, évidemment, sur la sécurisation du marché agricole. Marché d'Antokpa.
Son caractère international est un problème pour les producteurs et vendeurs locaux. Le marché agricole de notre pays est malade. Malade parce qu'on n'arrive plus à contrôler le marché. Et pour cause, une faible sécurisation du marché de commercialisation des produits agricoles. C'est bien ce que pensent les producteurs. On doit pouvoir avoir des systèmes de réglementation du marché où lorsque les producteurs à la base finissent leur production, ils sauront maintenant que vraiment arrivé sur ce marché, on aura maintenant la facilité de vendre la production qui est sous nos mains. On envoie, vous-même vous constatez avec moi, ce matin, plus de 8 camions déjà garés de tomates, et rien que tomates, la spéculation de tomates, plus de 8 camions déjà garés. On se demande dans quelle mesure écouler tout ça. Face à une telle situation, ce sont les acteurs du monde agricole qui en paient les frais. Quand on dit marché, c'est un milieu de transaction où lorsque tu envoies tes produits et qu'il y a des surplus là, le coût même baisse. Et si on n'arrive pas à contrôler ça, vraiment ça devient de plus en plus difficile. Il faut donc définir des normes et assurer un suivi rigoureux pour encadrer la commercialisation des produits agricoles au Bénin. Si c'est au lieu de 5 camions qui arrivent par jour par spéculation, on amène ça à 3 ou à 2 pour voir la transaction dans le marché, pour voir comment ça peut se passer, pour au moins que la population puisse jouir de ce marché qui est implanté dans notre pays. Il est évident que penser à la mise en place d'un système efficace d'écoulement des produits sur le plan local serait un atout pour l'économie béninoise. Voilà, amélioration donc du système d'écoulement des produits agricoles. On en parle. Cela aussi fait partie de la sécurisation du marché agricole. Marcel Guettoro, merci pour ce reportage et vous nous rejoignez en plateau. Bonsoir. Bonsoir Agnat Bello, amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Alors à vos côtés ce soir, Boniface Ayédan, il est ingénieur agricole. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Donc ce soir, on parle de la sécurisation des produits agricoles. Quelle politique mettre en place? On attend vivement la réponse à cette question. Machel Betero, le plateau est à vous. Exactement, Agnat Bello, le marché agricole béninois semble-t-il connaître quelques difficultés, notamment au niveau de l'écoulement des produits agricoles. Alors nous avons quand même pu faire une descente sur le terrain et les acteurs n'ont qu'une seule doléance, mettre en place une bonne politique de sécurisation du marché agricole. Alors professeur Ayédan, deux thèmes reviennent. Il s'agit bien évidemment de la sécurisation et du marché agricole. Que peut-on comprendre à travers ces deux thèmes? Merci, madame. Je crois qu'il y a deux concepts qui sortent de cette thématique. Il y a d'abord le marché agricole. Qu'est-ce qu'on appelle marché agricole? Comme quelqu'un vient de dire dans le reportage, c'est un lieu où se retrouvent le vendeur et l'acheteur. Ça veut dire quoi? Le vendeur apporte sur ce lieu, sur cette place, des biens et services. Ici, en parlant de marché agricole, nous parlons surtout des produits agricoles, à savoir tout ce qui est produits agricoles. On y inclut les produits végétaux, les produits animaux et les produits halieutiques et autres types de produits qui peuvent être les produits dérivés de ces choses-là. Sans oublier aussi des outils agricoles qui constituent aussi le marché agricole, tout ce qui concerne la mécanisation. Donc voilà, par exemple, ce qui concerne un marché agricole. En ce qui concerne la sécurisation prend en compte un certain nombre de synonymes. Okay. Sécuriser, c'est quoi? C'est contrôler, c'est maîtriser, c'est stabiliser. Donc ça veut dire quoi? Il faut, lorsque vous avez un marché agricole dans votre pays, il faut arriver à contrôler ce marché pour pouvoir, en telle sorte, avoir un impact sur vos bénéficiaires, à savoir les producteurs qui sont issus de vos pays. Si ce marché n'est pas sécurisé, c'est qu'il y aura des impacts très décevants
que le reportage vient, par exemple, de nous dire où les femmes font valoir leur cri de cœur. Alors, professeur, déjà, pour sécuriser quelque chose, il faut que la chose existe. Au Bénin, est-ce que les producteurs fournissent assez, pour ne pas me répéter, de produits agricoles pour qu'on parle d'une sécurisation? En fait, par rapport aux produits maraîchers, le Bénin dispose d'un certain nombre de potentiels agricoles, à savoir environ 3000 hectares de potentiel agricole, de terre et d'aménagement. Okay. Sur les 300 000 hectares, le Bénin ne valorise que 70 000 hectares pour mettre en place les différents produits maraîchers, à savoir la tomate, l'oignon, le piment et les légumes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin ne valorise pas d'abord tout ce qui est ses potentialités agricoles. Et les produits maraîchers qui se détachent de cette utilisation de cette potentialité qui est de 70 000 hectares n'arrivent pas à couvrir tous les besoins. Et il faudrait noter qu'il y a un certain nombre de nos départements, de nos zones agroécologiques qui sont favorables, à savoir le Monokofo, à savoir le littoral, qui est vraiment des coins propices, à savoir le plateau, et aussi avoir le Zou, même un peu partout au niveau du Bénin. Il y a ces potentiels qui ne sont pas valorisés. En quelque sorte, ça veut dire qu'il y a lieu quand même d'importer ces produits. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais d'importer. Au fait, ce n'est pas mauvais d'importer selon notre politique agricole qui est le libéralisme. Un marché doit être libéral. Un marché ne doit pas subir trop de protectionnalisme. Ça veut dire quoi? Mais en faisant la libération, il faut avoir un œil très vigilant sur le contrôle de ce marché pour voir tout ce qui peut être importé au niveau du en jouant sur la qualité et en jouant sur les taxes. D'accord. Je suis contente que vous parliez de taxes parce que dans le reportage, si on s'en tient à l'avis de ces bonnes dames-là, elles ne veulent pas qu'on cesse d'importer, mais elles veulent qu'on réglemente, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui entre et comment est-ce qu'on écoule ce que nous produisons nous-mêmes. Est-ce que c'est possible de mettre une politique en place qui nous permet de voir clair dans ce que nous importons et ce que nous produisons? Ça, c'est très important. Le Bénin, avec le cri de cœur de nos femmes que le reporter a soulevé, il est très important que le Bénin fasse très vite pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Je ne veux pas dire des mesures politiques, c'est des mesures d'accompagnement pour pouvoir sécuriser ce marché de produits maraîchers. Il est très important pour pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement. Justement, avant même de bien approfondir la sécurisation du marché, est-ce qu'au niveau de la qualité des produits agricoles, entre les produits que nous avons ici chez nous au Bénin et les produits importés, est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi est-ce qu'on est... Parce que sur le terrain, il y en a qui disent qu'ils préfèrent l'importer, il y en a qui disent qu'ils préfèrent le local. Où se situe la différence? Au fait, la différence, comme le consommateur, c'est le choix. Le consommateur qui détermine le choix du producteur, à savoir la qualité. Vous savez, les produits maraîchers importés des pays sahéliens ont une fermeté, plus que les produits maraîchers au Bénin. Ça veut dire que c'est moins périssable et c'est plus facile à durer dans le temps. Et aussi les variétés. Si je prends par exemple la tomate, si vous prenez une même variété de tomates que vous cultivez au Bénin et une même variété de tomates que vous cultivez au Burkina Faso ou dans un pays sahélien, le produit fini a une fermeté plus durable que le produit bénin. Ça, c'est lié à la qualité du sol. C'est lié à la qualité du sol, c'est lié aussi au climat et tout ce qui est agroécologique. Donc ce n'est pas pour autant la faute de nos producteurs. Non, ce n'est pas la faute des producteurs, mais il y a aussi des moyens sur lesquels on doit mettre un accent particulier que nous allons définir. Oui, mais et notre tomate à nous, est-ce qu'elle n'a pas aussi une valeur ajoutée? Oui, nos tomates ont une valeur ajoutée, mais la difficulté, c'est les méthodes de conservation. C'est ça. C'est la méthode de tri. Oui. Dites-nous, en matière de sécurisation, en un seul mot, quelle politique peut-on adopter aujourd'hui pour mieux sécuriser ce marché au niveau des produits agricoles, surtout des produits maraîchers? Pour pouvoir sécuriser ce marché, moi je dis que le rôle déterminant revient aux organisations des producteurs, les organisations fêtières, qui ont un rôle très important à jouer par rapport à leurs membres. Ça veut dire quoi? Si je prends une organisation de producteurs de produits maraîchers, c'est eux qui, en telle sorte, jouent des rôles de prestation de services envers ses membres, à savoir la mise en place d'intrants agricoles, et c'est eux qui doivent aussi identifier le marché et jouer un rôle de vente de groupée pour pouvoir aller sécuriser, identifier ce marché, les sécuriser pour pouvoir faciliter le coulement de ces produits. Mais si le producteur fait tout ça,
Que doit faire alors l'État central? Parce qu'ils ne sont pas les seuls dans ce monde-là. Il doit y avoir un accompagnement. L'accompagnement que l'État central doit faire, il y a deux niveaux. Il y a d'abord la surveillance au niveau de nos frontières. La surveillance au niveau de nos frontières. Parce que les femmes ont dit que tout vient partout besoin sur là. Et aussi, on doit jouer aussi sur la qualité des produits qui arrivent, qui sont importés. C'est très important. Il y a des qualités qui sont défectueuses, mais il y a des consommateurs, pour eux, ce qui est produit au Bénin ne sont pas de qualité. Justement, il faut juste faire un tour à Tantokpa pour constater des tomates pourries et tout ça avec une odeur. Mais on dit que c'est l'importé qu'il faut consommer. C'est ça que je dis. Ça veut dire que l'État doit intervenir, à savoir l'Agence béninoise de sécurité alimentaire, le laboratoire central de sécurité alimentaire, la DANA, et tous les services de contrôle doivent intervenir sur ce marché pour pouvoir réglementer, pour pouvoir contrôler la qualité de ces produits. C'est très important pour... Et déjà au niveau même du marché d'Antokpa, est-ce que la Sogima, est-ce que la structure qui gère ce marché aussi n'a pas un rôle à jouer? Déjà, l'arrivée des camions, tout ce qu'on vient déverser dans le marché, est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique à mettre en place à ce niveau? Il y a une politique à mettre en place. Lorsque vous avez un marché, les étrangers jouent un rôle capital dans le financement. Si vous appelez à la Sogima d'intervenir pour pouvoir réglementer ce marché, c'est qu'ils perdent de financement. Ça veut dire quoi? Les acteurs qui doivent intervenir pour régler, c'est les agents de contrôle, de respect des règlements, des qualités des produits. Ça voudra dire qu'il y a un volet économique qui doit être abordé sur cette thématique. Oui. Et on donne rendez-vous peut-être demain avec les téléspectateurs pour revenir sur l'aspect économique du sujet. En attendant, je rappelle que vous êtes professeur Boniface Ayena et vous êtes ingénieur agronome. Nous avons parlé de la sécurisation des produits agricoles, le rôle ou la politique à mettre en place. On retient qu'il faut forcément sécuriser le marché agricole aujourd'hui pour permettre aux producteurs aussi quand même de s'en sortir, et producteurs et commerçants. Machek Betoro, on vous a compris, hein, le sujet est passionnant, on n'arrive pas à finir d'en parler, donc on vous attend encore demain pour revenir sur le sujet. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à une autre rubrique, je vais y arriver. Nous allons rejoindre Yasmine Dabata et son invité, c'est Nature et Bien-être. Voilà, avec Nature et Bien-être, ce soir, nous ouvrons le bal des journées sur ce plateau. Eh bien, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. On en parle, mais avant, on suit ce reportage de Victoire sur le détartrage. Simple geste gratuit, le sourire procure la joie, la chaleur, mais aussi le bonheur. Pour rendre son sourire plus beau et rayonnant, il est important de s'assurer une bonne hygiène dentaire. Un brossage irrégulier et moins efficace des dents constitue la principale cause de la formation du tartre. Cette couche blanchâtre au niveau des gencives peut disparaître à une seule condition, pratiquer le détartrage. Le détartrage, c'est un soin dentaire qui consiste à enlever tout ce qui est tartre et sur les dents et légèrement en dessous de la gencive. Et ça dépend aussi de la quantité, de la durée. Est-ce qu'on en a déjà fait, est-ce qu'on n'en a déjà pas fait? Ça se fait en une ou des séances. La première cause de détartrage, de pourquoi on fait le détartrage au cabinet, généralement, les gens viennent parce qu'ils ont une mauvaise haleine. Ils ne savent pas forcément que c'est à cause du tartre, mais ils savent que ça ne va pas et ils le viennent. Et généralement, après un bon détartrage et une petite ordonnance, ça rentre dans l'ordre. Le docteur m'a dit qu'on doit nécessairement nettoyer les dents pour que la mauvaise haleine ne revienne plus. Maintenant, je sens que ma bouche est un peu fraîche et dégagée. Le détartrage doit être fait en moyenne une fois par an, nous apprend le spécialiste. Peu de personnes le pratiquent et savent ce que c'est que le tartre. Les tartres, franchement, c'est ma première fois d'entendre ce mot-là. Les tartres sont des taches qui sont collées aux dents, qui font que le noir soit, ça prend une couleur jaune, soit une couleur autre. Moi, je ne suis jamais allée chez le dentiste parce que je n'ai jamais eu des problèmes dentaires. Le tartre est source de l'apparition des caries et d'autres maladies telles que les maladies parodontales. Dr Bouraïma rappelle ici aux patients quelques bonnes habitudes. Il faut se brosser au moins 2 fois par jour et après les repas. C'est vrai, à midi, on n'y arrive pas forcément parce qu'on n'a pas la brosse à dents, mais avoir le réflexe
après avoir mangé, de rincer au moins la bouche. Généralement, quand on commence à avoir mal, ça veut dire qu'on est à un stade qui est déjà évolué. Prendre l'habitude, surtout avec nos enfants, de les faire consulter une fois par an. Adopter ces gestes simples au quotidien garantit des dents saines. Les dents, c'est d'abord le sourire, mais aussi la beauté. Jennifer Sachivi, je vous vois bien là, hein, vous teniez à votre sourire, mais les dents ne servent pas qu'à ça, hein, ça sert aussi à manger. Et oui, il faut manger, pour bien manger, il faut avoir de bonnes dents. N'est-ce pas Yasmine Dabata? Annette Bello, bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, ce soir c'est la journée. Hein, là, oui, la journée mondiale. On en parlait déjà depuis semaine passée, hein, de la santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, on parle carrément de comment prévenir les maladies parodontales. Merci à vous pour le choix de ce sujet. À vos côtés pour en parler, Makiat Bouraïma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dentiste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous étiez déjà dans l'élément que nous venons de suivre. Yasmine Dabata, le plateau est à vous. Annette Bello, merci. Amis téléspectateurs, oui, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et pour parler de cette journée, nous avons choisi de parler des maladies parodontales. C'est une affection qui, quand elle touche vos dents, vous pouvez les perdre. Au finish, vous n'aurez plus de dents. Agnès, je vous vois sourire. Avec les maladies parodontales, vous risquez vraiment de perdre vos dents. Et pour mieux comprendre, nous avons choisi docteur Onkwe. C'est vrai qu'elle est dans l'élément témoin, mais on a voulu qu'elle soit encore là pour mieux expliquer. Alors, docteur, dites-nous déjà, c'est quoi les maladies parodontales? Merci déjà pour l'invitation. Les maladies parodontales font partie des nombreuses maladies de la bouche. Avant de parler de maladies parodontales, je pense qu'il faut un peu définir le mot. Quand on parle de parodontal, on parle du parodonte. Le parodonte, c'est tous les éléments qui soutiennent la dent. On a tendance à voir du blanc dans la bouche, mais on ne sait pas ce qui se passe en bas. Tout ce qui se passe en bas, au fait, c'est le parodonte. Pour soutenir la dent, on a d'abord la gencive qu'on voit, qui est rose. Juste après la gencive, on a de l'os. Après l'os, on a un ligament qui relie l'os à la dent, qu'on appelle ligament parodontal. Le ligament est relié à la dent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le sément, qui est juste collé à la racine de la dent. C'est tout cet ensemble de 4 éléments qu'on appelle... Si vous permettez, on a quelques images là qui nous permettent de voir. Là. Voilà. On va voir l'image. Voilà. Vous voyez en rose, ce que vous voyez en rose, oui, c'est la gencive, tout autour de la dent. En dessous de la gencive, vous avez l'os avec des petites perforations. Oui. Ça, c'est l'os. Entre l'os et la dent, on voit qu'il y a un espace. Oui. C'est là que se trouvent les ligaments qui relient la dent à l'os. D'accord. Ces ligaments sont reliés directement au sément qui est collé aux racines des dents. D'accord. Donc, c'est cet ensemble de 4 éléments qu'on appelle le parodonte. Le parodonte. Je crois que le message est passé maintenant. On sait ce que c'est que le parodonte. Alors, quand est-ce qu'on en vient à Alors, on parle de maladies parodontales. Voilà. Quand on parle de maladies, c'est toutes les maladies qui s'attaquent à ce parodonte-là. Ça commence par les maladies des gencives jusqu'à arriver aux maladies de l'os ou du ligament ou du sément. Et comment elles se manifestent dans la bouche? Les maladies parodontales, généralement, ça commence par une gingivite. C'est quoi la gingivite? C'est justement l'inflammation de la gencive. Avec la gingivite, la gencive est rouge et parfois elle est saignante. Ça attaque la gencive parce que c'est la première étape après la dent, non? Voilà. C'est la première étape de la maladie parodontale de façon générale. Après, on va revenir aux causes. Donc, on a d'abord l'attaque de la gencive, qui est la gingivite, qui est un stade totalement réversible. C'est-à-dire, si vous allez voir le dentiste à ce stade-là, il y a les traitements qui sont mis en place et on peut revenir à l'état initial. Lorsqu'on ne fait rien, l'infection descend plus bas et là, on rentre dans des stades qui généralement ne sont pas réversibles. C'est-à-dire qu'on a une infection de l'os, soit on a une infection au niveau du ligament, ce qui est vraiment méchant à ce stade-là, parce que c'est le ligament qui retient vraiment le parodonte et la dent. Lorsque vous perdez ce ligament-là, il y a un détachement entre le parodonte et la dent. Et on peut arriver jusqu'à perdre la dent. Mais quand on commence comme ça, jusqu'à combien de dents on peut perdre tout? Ça peut aller jusqu'à toutes les dents. Les 32? Oui, parce que je suis choquée, il y a différentes sortes de maladies parodontales. Il y a des maladies parodontales qui sont localisées. On parle de parodontite localisée. Mais il y a des parodontites généralisées. C'est-à-dire que ça prend toutes les dents. Partant de là, on peut perdre toutes les dents. Mais alors, quelles peuvent être les causes de ces maladies? Pour parler des causes, la première cause, c'est l'hygiène. L'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire. D'où il faut le détartrage. On va en venir. On parle d'abord du brossage.
Le simple brossage, voilà. Vous avez dit dans le reportage qu'il faut se brosser les dents au minimum moins 2 fois par jour. Et il est soir. conseillé de le faire après le repas. Parce qu'on a tendance à se brosser le matin avant le repas. Oui. Mais il faut le faire de la même manière, on lave les mains après le repas. Quand on mange avec la main, il faut se brosser les dents. Il faut laver tout ce qu'on a utilisé pour manger. Parce que si vous ne lavez pas les dents après le repas, vous avez de la nourriture qui reste dans les coins de la bouche. D'accord. Cette nourriture-là se dépose en partie sur les dents. C'est ce qu'on appelle la plaque dentaire. Cette plaque-là, elle est composée de bactéries, de restes alimentaires. Quand elle reste sur les dents pendant un moment, cette plaque-là, au contact de la salive, dans laquelle on a du calcium, ou au contact du sang, ça va se calcifier, ça va devenir dur, et c'est là que ça devient du tartre. Ah, d'accord. La plaque, elle peut s'enlever avec le brossage. Le tartre, impossible de l'enlever avec le brossage. Il faut passer par un détartrage, ce que vous avez vu dans l'élément tout à l'heure. Mais les tartres, elles sont souvent visibles ou elles sont sous les dents? C'est visible. Ça peut se loger sous la gencive, comme ça peut se loger sur la gencive. Donc, c'est-à-dire, quand c'est au-dessus, c'est visible. Si vous faites attention avec un miroir, vous finissez de manger. Quelques heures après, regardez. Même avec la langue, vous le ressentez. Quand vous venez de brosser les dents, vous voyez que les dents sont lisses. Quand vous mangez quelques temps après, vous avez de la plaque. Oui, la plaque, ça s'enlève facilement au brossage. Il suffit de se brosser, on revient à l'état initial. Donc, comme je disais, pour les causes de la parodontite, on a d'abord la plaque qui se transforme en tartre. Le tartre est encore plus dangereux parce que c'est quelque chose qui est fixé là, sur la dent. Donc, en permanence, la gencive est irritée. En permanence, il y a des bactéries qui attaquent et la gencive, et l'os, et les ligaments, et tout le parodonte. Donc, c'est un très grand facteur de risque de... Quand on parle des causes, quand on était beaucoup plus jeune, les parents disaient qu'il ne faut pas alterner le chaud et le froid. Est-ce que tout ça aussi peut faire partie des causes d'une parodontite? Logiquement, quand tout va bien, le chaud et le froid, ça ne dérange pas les dents. C'est vrai qu'on ne va pas prendre très chaud ni très froid, mais généralement, c'est quand on commence à sentir des douleurs, quand on prend chaud ou froid, ça veut dire qu'il y a déjà un souci. Déjà un souci. Et déjà là, il faut s'inquiéter. Voilà. D'une façon, dans les causes générales de la parodontite, c'est-à-dire qui dépendent de l'état de l'être, il y a des maladies, comme le diabète. Ah, d'accord. Il y a l'hypertension. Le cancer, c'est ça? La parodontite peut emmener à un cancer, mais c'est rare de voir que le cancer donne la parodontite, d'accord. Par contre, on a aussi la génétique. C'est-à-dire quand vous avez une maman ou un parent qui a vite perdu ses dents, il faut vous dire qu'il y a eu peut-être un problème au niveau de la bouche qui est peut-être héréditaire. Ce que vous dites est tellement vrai. Ce n'est pas une maladie les caries dentaires, leurs enfants aussi. Il y a un facteur, il y a un grand facteur des adultes. Moi, je préfère dire, là, ça veut dire que les maladies parodontales, ne sont pas des maladies pour les adultes, mais les jeunes peuvent également le développer parce que leurs parents auraient ça. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont le développer quand ils sont enfants, mais ils ont plus de chances de le développer, c'est-à-dire à partir de... Les maladies parodontales étaient avant des maladies de vieux, mais elles se sont beaucoup rajeunies. On a des parodontites à 17 ans. Ah, d'accord. Il faut faire attention. Comment on peut les traiter? Le traitement, ça passe d'abord et encore par l'hygiène. Ensuite, c'est le dentiste qui prend le relais. C'est d'abord de faire les petites choses à la maison et le dentiste, il va vous proposer un traitement qui va demander une grande participation du patient. Parce que la base de la réussite du traitement, c'est l'hygiène qu'on fera à la maison. Le traitement va passer par le détartrage. Et quand la maladie parodontale est arrivée à un certain niveau où on a perdu la tache, où on a des poches, il faudra passer aussi par un curetage. C'est-à-dire qu'il faut aller cureter les poches aussi. D'accord. Et quand on perd la dent, il y a possibilité de la réavoir? Non. Mais à l'âge adulte, je pense Elle ne va pas repousser. Elle va pas repousser. Mais on a beaucoup de solutions pour remplacer les dents. À partir de quel âge elle ne repoussera plus? Généralement, on finit de changer les dents à 12 ans. Et elle ne repoussera plus du tout. Donc, à 17 ans, quand vous avez une maladie parodontale, c'est fini. Ça veut dire que... Mais les maladies parodontales, c'est vraiment rare chez les tout petits avec les dents de lait. Ça arrive, il y a des cas... Mais ça aurait été l'idéal, au moins, là, quand vous la perdez, vous êtes sûr de la réavoir. Pas forcément. Parce mais que... quand on grandit, oui. Et qu'on développe une parodontite et qu'on perd la dent, est-ce qu'il y a toujours une solution pour quand même pouvoir manger? Oui, il y a une solution. Il y a le traitement qui est mis en place qui permet généralement de stabiliser la maladie. Quand vous êtes arrivé à des stades où vous avez des déchaussements, où vous avez des dents qui bougent, malheureusement, c'est des situations, surtout les dents qui bougent jusqu'à un certain niveau, c'est des situations où on ne peut pas revenir en arrière. Mais quand vous avez des débuts de mobilité, des débuts de déchaussement, on peut facilement revenir. Donc, c'est d'où l'importance de la prévention. Je voulais juste rajouter, en ce qui n'est pas vraiment une cause, mais dire qu'il y a des études qui ont été menées sur les relations entre les maladies
parodontale et la santé d'une façon générale. Et on a vu que le traitement des maladies parodontales permet de mieux stabiliser le diabète. Une solution. C'est une très bonne nouvelle. Une solution. On a aussi découvert que les bactéries qui se trouvent dans la maladie parodontale se retrouvent dans les problèmes de fausse couche. Le lien. Dans les problèmes d'accouchement prématuré. Je ne sais pas si ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de faire de la prévention chez nos femmes enceintes. Dès qu'on a un désir de grossesse, il est conseillé d'aller faire un check-up au niveau de la bouche. Si vous remarquez, on a souvent, en début de grossesse, des saignements au niveau de la gencive. Parce que pareillement, les hormones, ça déclenche des inflammations au niveau de la gencive et tout ça. La prévention, elle est à tous les niveaux, surtout les enfants. Une fois par an chez le dentiste, vieux, enfant, à tout âge, tout le monde doit prévenir. Allez voir votre dentiste, mieux vaut prévenir que guérir. Déjà, on dit la dent, c'est le sourire, c'est le manger, c'est le parler. Et il faut nécessairement faire un tour voir son dentiste une fois par an. Pour éviter, et là on a la pleine forme, la belle une bonne santé et un beau sourire comme Agnès Bello à chaque fois sur ce plateau. Yasmine Damata, merci. On tient à ce sourire. Jennifer Setivi aussi. Tiens, on l'a compris. On passe à présent à une autre rubrique, une autre journée qui est célébrée sur ce plateau. C'est la journée internationale de la francophonie. Ce sera sur Autant Savoir. Alors, comme annoncé, ce soir, Autant Savoir revient sur la journée internationale de la francophonie, mais on s'intéresse beaucoup plus aux enjeux pour les francophones. Mais avant, nous vous proposons de suivre ce commentaire sur image. Journée internationale de la francophonie. Une journée dédiée à la langue française qui unit 300 millions de francophones sur les 5 continents. Occasion pour les locuteurs français de fêter leur langue en partage, mais aussi leur diversité. Le choix du 20 mars s'est fait en rappel de la date de signature de la Convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie, OIF. Dans la plupart des pays où l'OIF est représenté, la journée ne passe pas inaperçue. Dictées, concours de poésie, projections de films, rencontres littéraires, tous en français bien sûr, permettent de rappeler les valeurs du français. Puisque c'est la journée des francophones, on se demande c'est qui un francophone. Selon Alexandre Wolff, responsable de l'Observatoire de la langue française, il suffit d'être une personne capable de s'exprimer en français, quel que soit le niveau ou la maîtrise d'autres compétences comme l'écriture ou la lecture. Au Bénin, la langue officielle est le français. Et pour peu que vous soyez allé à l'école, vous pouvez vous exprimer en français. Encore que, comme toute langue, il suffit d'un bain linguistique et de volonté pour la parler. Aujourd'hui, certains se demandent si le français est toujours utile aux Béninois. Existe-t-il des opportunités pour les locuteurs du français? Autant de questions qui méritent réflexion vu l'engouement de nombreux jeunes à aller vers l'anglais, l'allemand ou le chinois. On comprend donc le souhait de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, pour un meilleur repositionnement de la langue française. En attendant, bonne fête à tous les locuteurs du français dans le monde. Voilà, retour sur ce plateau pour recevoir notre invité. Il s'agit de Didier Samson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes ancien de Radio France Inter, RFI, et vous êtes aussi formateur en journalisme. C'est d'ailleurs à tous ces titres-là que nous vous recevons sur ce plateau. Ma première question, c'est déjà de savoir, dans le commentaire que nous venons de suivre, nous avons eu une définition du francophone, mais je voudrais déjà savoir, pour vous, c'est quoi un francophone? Oui, alors je suis là tout à l'heure une définition du francophone, ça m'a l'air un peu gentil. Et en fait, quand on est un pays de l'espace francophone avec la langue officielle, on est considéré comme francophone, parce que si on va sur les vrais locuteurs de la francophonie, on ne fait pas 350 millions comme c'est dit. Hein. Mais parce que si on prend le Bénin, c'est vrai, la langue s'entend, mais elle n'est pas tout à fait parlée. Et le premier pays africain qui est francophone, le Congo démocratique, 80 millions de personnes, oui, mais je ne suis pas sûr que les swahilophones et compagnie comprennent vraiment le français. Donc, on considère que cet espace
espace-là fait des gens potentiellement francophones. Donc, le francophone, c'est autant celui qui entend et parle la langue que celui qui est dans l'espace défini à travers la langue officielle du pays, qui est le français. Alors, dans cette définition, je crois qu'on se retrouve beaucoup plus, journaliste de votre État. La langue française est un outil de travail pour vous. Quel est le regard que vous portez actuellement sur cette langue-là? Alors, cette langue, la langue évolue, elle vit, forcément, c'est une langue que j'apprécie, c'est une langue que j'aime, mais en même temps, elle est en concurrence avec d'autres langues, et c'est tant mieux, c'est comme ça qu'une langue vit. La langue vit absolument. Il y a des apports de nos pays francophones africains, des apports des Belges et autres Canadiens, etc. Mais il y a des choses qui sont de vraies sources d'appauvrissement, merci, et qui dénaturent même quelquefois. Mais en même temps, ça se tient, ce sont c'est l'usage, ce sont les pratiques des pays, donc on va accepter, mais jusqu'à un certain niveau. D'accord, alors je suis contente quand on parle de l'évolution de cette langue-là. On a vu l'apparition de nouveaux mots qui viennent au contraire de ce qu'on pense des pays francophones, qui n'ont pas forcément le français comme langue natale, comme on le dit. On a de nouveaux mots qui sont apparus. Est-ce que pour vous, tous ces francophones-là enrichissent cette langue? Absolument, ça enrichit la langue. Je trouve que ça enrichit la langue parce qu'à partir du moment... Tiens, nous avons eu un mot qui finalement, après 10 années de probatoire, l'Académie française l'a adopté, c'est ambiancé. Voilà. Donc ambiancé, et qui est parti donc avec les Congolais et de RDC et de Brazzaville, et donc ambiancé jusque voilà, la conjugaison peut voir. Aujourd'hui ça se dit ambiancé. Aujourd'hui ça se dit, c'est très bien. Et il y a un mot là également qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, c'est compétir. Ce verbe n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand vous prenez, c'est un verbe du second groupe et tous les accords se font, c'est parfait. Et donc, c'est les journalistes sportifs qui ont un peu lancé ça, et c'est surtout parti du Sénégal, où ils disent compétir. Et puis finalement, vous entendez aujourd'hui des Français de France dire compétir. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce sont des apports, ça avance. Mais il y a également des choses qui doivent rester. Ça, je suis un peu... conservateur. Un peu dur là. Et il y a certaines choses qui doivent rester de l'usage, du parler et de la bonne ambiance pour dire. Par exemple, au Bénin, on remercie tout le monde de faire tout. Même quand on remercie de tout. Donc, quand les gens sont assis, on les remercie d'être assis. Et donc, voilà, donc on va dire bonne assise. Bon, c'est un peu exagéré. Mais on veut bien que ça aussi, ça rentre dans le langage parlé. Oui, c'est dans le langage parlé, mais excusez-moi, mais je vais militer contre que ça n'aille pas plus loin. Non, on veut bien que l'Académie française le prenne à son compte. Oui, parce qu'il y a d'autres mots qui peuvent donner ça. Parce que quand on est dans assise, nous sommes au tribunal. C'est clair. Ce sont les assises. Il y aura une confusion du mot. Il y a une confusion du genre. Donc, et puis après une assise, c'est là que la confusion se passe, qu'on peut éventuellement accepter un peu. C'est des réunions, c'est une assise, c'est tenu sur, etc. Bon, ça peut s'entendre. Mais quand on va dire à quelqu'un bonne assise, bon, c'est faire... c'est le franc-fond. Oui, c'est le franc-fond, d'accord. Là c'est, allez, on va dire, on va plus parler du séant que l'assise. Bon, bref, il faut trouver. Mais ce sont des particularités. Pour l'instant, ça se comprend quand on le dit. Alors, quand on parle d'héritage colonial ou un moyen de se faire entendre dans le domaine du travail, puisque c'est la langue officielle de ces pays francophones-là, dans le Bénin, certains Béninois, justement, ont du mal à s'identifier aux Français parce que pour eux, leur attachement à leur langue natale demeure. On leur a imposé le français. Est-ce que vous vous retrouvez dans cela? Bon, alors, là, ce sont des combats d'arrière-garde. Ce sont des combats on a dépassé ça. On a dépassé ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler plusieurs langues pour se faire entendre, pour se faire comprendre dans le monde. Donc là, maintenant, héritage colonial, etc. Et il y a des gens qui vont s'agiter le cerveau pour ça. Non, c'est pas parce que c'est colonial que c'est forcément péjoratif. Ouais. Bon, voilà. Du coup, nous ne serons pas à la radio non plus. Hein. Ce sont des héritages. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, pour accéder à la langue française, il faut être aussi à l'aise dans sa langue. D'accord. Voilà. Donc,
qui Bariba, qui Mina, qui font, etc. Il faut connaître sa langue, être à l'aise dans sa langue pour aller vers le français. Or, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens veulent tellement bien faire qu'ils commencent par parler français à leur enfant dans le bas âge, etc. C'est très tôt. Mais en même temps, le danger de cette affaire-là, c'est que l'espace francophone grandit, c'est tant mieux, mais en même temps, ces parents-là qui ont peut-être une formation un peu moyenne sont en train de recycler de mauvaises habitudes à leurs enfants. D'accord. Alors, il y a ce mythe-là autour du bon français. C'est-à-dire, le bon français ici au Bénin, c'est celui qui s'exprime très bien, qui a de gros mots, de bons mots, qui parle sans fin. Mais est-ce autant que ceux qui n'ont pas tous ces mots-là dans leur vocabulaire sont moins français? Alors, il y a l'intellectualisme que je combats, et ça, dans mes cours de formation en journalisme, j'essaie de combattre ça aussi pour qu'on aille au plus simple. Ce n'est pas parce qu'on sort de gros mots où personne ne comprend rien qu'on est intelligent. Non, on est intelligent quand on se fait comprendre par tout le monde. Donc, ceux qui nous bombardent de gros mots, il ferait mieux de venir aux choses les plus simples parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Bon, donc, il faut savoir raison garder et revenir aux choses simples. Donc, parler simplement et dire les choses pour qu'on les comprenne. Sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, parlons un peu du niveau. On dit souvent le niveau en langue française, il a un peu baissé au Bénin. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est dramatique ce qui se passe. Et, comment cela pourrait s'expliquer? Tout simplement les réformes de l'éducation nationale. Et ailleurs, par exemple, on a essayé de copier ce qui se passait en France. Vous voulez parler de la fameuse dictée qui aurait disparu en temps et qu'on essaie de ramener? Moi, je vais vous surprendre. Moi, en première année d'une école de journalisme, j'ai imposé la dictée. D'accord. J'ai imposé la dictée. Parce que les gens écrivent au son, les enfants écrivent au son. Ce n'est pas complètement de leur faute aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont aussi paresseux que ça. Non, c'est parce qu'on les a formés dans un système que ailleurs, c'est dénoncé. Et nous, on le fait. Et moi, je suis pour le principe de l'ancienne méthode qui a fait qu'on nous a qualifiés ici au Bénin de pays de quartier latin. D'accord. Voilà, donc revenons à la méthode syllabique et oublions cette méthode globalisante. D'accord, il y a tellement à dire sur le français, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps. Là, il nous reste à peine 4 minutes. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les enjeux pour la langue française ici au Bénin. Quels sont ces enjeux? Les enjeux, c'est revenir à un système de formation de la langue, de compréhension de la langue. Ce n'est pas pour rien qu'on a le CI, qui est le cours d'initiation. Il ne faut pas brûler ça. Il ne faut pas aller au CP directement comme on voit, on donne des... on dit mon enfant il est brillant, il peut sauter le CI. Il peut sauter et puis on fait le bac à 16 ans. Oui, mon enfant a eu le bac à 16 ans. Non, chaque niveau est nécessaire et obligatoire parce que nous sommes dans un environnement de langue nationale. Il faut absolument passer par le CI, le cours d'initiation. Et là, les enjeux, c'est également avoir le géant nigérien à côté, où les interférences de l'anglais font que la langue va résister pour rester. Est-ce qu'il faut craindre une concurrence entre ces deux langues-là? La concurrence est saine et donc les locuteurs du français doivent s'exercer et s'efforcer de parler simplement la langue parce que qu'est-ce qu'on remarque de plus en plus sur les populations frontalières, des Nigérians veulent parler français et comme nous ici on veut parler anglais. L'anglais étant la langue la plus pratiquée au monde, la langue commerciale, la langue, etc. La langue des affaires. La langue des affaires, c'est très bien. Mais en même temps, vous savez, par exemple, en Égypte ou même en Iran, parler français, c'est très distingué. Bon, gardons cela. Ça fait chic. Ça fait très chic. Et donc, mais il faut savoir l'utiliser, non pas la petite langue de rue qui contribue de toute façon aussi à la vie. Hein. La langue de rue contribue à la vie de la langue. Mais n'élevons pas le niveau de rue à l'excellence. Non, ça reste ce que c'est-à-dire à un niveau très bas. Alors, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais Louise Mushikiwabo, cette année, elle a parlé du repositionnement du français. Mais comment est-ce qu'on repositionne le français avec tous ces défis-là, tous ces enjeux-là pour cette langue? Bon, je vais être un peu irrévérencieux. Et elle vient du Rwanda. Il faut commencer au Rwanda. Est-ce qu'elle passe où? Il faut commencer au Rwanda. Votre position est défendue sur ce plateau. Il faut qu'elle commence au Rwanda parce qu'elle vient du Rwanda où le Rwanda vient de reclasser le français en langue complètement oubliée. Hein, d'accord. Donc le repositionnement pour vous commence déjà par le Rwanda. Non, il faut repositionner la langue dans ce qu'elle est. Hein, voilà, il faut repositionner la langue, c'est-à-dire tout simplement la remettre à l'école, la remettre dans l'éducation, la remettre là où il faut. Et puis, c'est comme pour les sportifs qui disent qu'il ne faut pas mêler politique
et sport. Pour ça, pour le coup, le Rwanda est dans un positionnement depuis le génocide. Donc, oublions ça et restons dans la culture. Et ça, c'est un fait, ça c'est sûr. Mais pour autant, on ne va pas empêcher la langue de vivre. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous passons à présent au journal. Estelle Pazou est déjà là. L'heure du journal est sacrée. Vous le savez, on la rejoint et on se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. En français, s'il vous plaît, des milliers de personnes sont appelées à dire cette formule ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Au Bénin, que devient le français? Un enseignant nous donne son avis. La TPS, taxe professionnelle synthétique, c'est la nouvelle imposition des artisans béninois. Elle regroupe 4 impôts et sera perçue sur toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs CFA. Et puis, le Challenge Cotonou Skating Open a réuni les patineurs béninois autour du roller. Objectif, développer le roller sport. Le point de la compétition dans ce journal. Aujourd'hui, 20 mars 2019, c'est la journée internationale de la francophonie. Elle regroupe sur les 5 continents 220 millions de personnes qui partagent la langue française. Une langue qui, au fil du temps, s'adapte à l'évolution et aux changements contemporains. Et les peuples francophones, quant à eux, l'adaptent à leur culture, loin de l'altérer. C'est du moins ce que pense Brice Dos Santos. Je vous propose de l'écouter. Vous avez beau faire l'effort de coloniser quelqu'un, vous avez beau vous efforcer de lui raser son histoire, de lui raser son identité, et de lui raser l'essence de lui-même, vous ne pouvez pas parce que c'est lui. Et ces particularités de la langue française béninoise, ou parlée par les Béninois, ne sont que la résurgence de notre identité. Donc quand on vous dit, les autres vont vous dire pardon, mais on a dédé. Dédé. Et vous allez chez les Yoruba, on dit Pelé, tout ça c'est Dédé. Et chez ma mère, les Minans, on dira Bléou, c'est Dédé. Donc pour vous dire que, qu'on le veuille ou non, il y a une part de nous qui est essentielle, qui ne peut pas disparaître. Et c'est ça qui se traduit par les doucements, qui se traduit par, tu as fait un peu, et par les bonnes assises. Bonne assise. Moi, j'estime que ça enrichit la langue française. Ça enrichit la langue française. De toute façon, ça peut paraître un peu chauvin. Nous avons tellement enrichi les Français de tout que nous les enrichissons également de notre culture et de nos langues. Et donc, c'est nous qui enrichissons la langue française. Et quand je dis nous, ce n'est pas que béninois. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, et c'est vrai que les Béninois n'ont pas encore atteint ce niveau du français ivoirien. Ce niveau du français ivoirien qui a désormais une grammaire qu'on appelle le noussi. Et d'aucuns vous diront, honteux et confus, que c'est de la langue de rue. J'ai dit oui, c'est la langue de rue, mais c'est l'expression de la révolte intérieure qui demande, mais laissez-moi être moi. Ce sont les capitales africaines de langue d'expression française qui en rajoutent, qui enrichissent la langue française. La taxe professionnelle synthétique TPS, c'est la nouvelle dénomination des impôts de tous les artisans béninois. Elle regroupe 4 impôts et sera perçue sur toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs CFA. Enoch Rumpati et Edwige Agrossou se sont intéressés à cette taxe. Voici leur reportage. Contribuer au développement en payant ses impôts. Paul en est un modèle. Tout comme d'autres citoyens, il ne réclame pas que ses droits à l'État, mais il accomplit aussi ses devoirs en tant qu'artisan. Je respecte tout ça là, parce que je vais être un vrai citoyen. Un vrai citoyen doit payer ses impôts, c'est clair. Donc moi, je paye pour moi.
Tout bon citoyen comme lui devrait s'acquitter de ses impôts. Aujourd'hui appelé TPS, taxe professionnelle synthétique, c'est à cette appellation que devront désormais s'habituer les artisans. C'est cet impôt-là, cette taxe-là qui est due par tous ceux-là qui réalisent un chiffre d'affaires qui est compris entre 0 et 50 millions. La TPS est un nouveau système d'imposition des micro- et petites entreprises basées sur le chiffre d'affaires. Elle regroupe 4 impôts. Il y a l'impôt sur le revenu, et l'impôt, la contribution de la patente, il y a la contribution de la licence et il y a le versement patronal sur salaire. Cet artisan a aussi connaissance de la TPS, mais il propose que le traitement soit juste. Depuis la création de TPS, je sais que la chose est bien faite, c'est même que c'est la sanction qui n'est pas passée. Et quand ça ne passe pas, il y aura toujours cette réticence au niveau des artisans qui ont forcément raison de passer par le passé. C'est toujours des impôts qu'on nous écrit depuis la direction sans que rien ne soit contrôlé chez nous. Plus d'impôts fixés au pifomètre et donc sans un référentiel. Avec cette nouvelle réforme, l'artisan peut lui-même calculer sa TPS. Et pour les micros, chiffre d'affaires compris entre 0 à 1 million, ça fait 10 000 francs comme TPS. De 1 million à 2 500 000, c'est 35 000 francs. De 2 500 000 à 5 millions, c'est 75 000 francs. Ainsi de suite, jusqu'à la hauteur de 20 millions. Maintenant, les petites entreprises, c'est-à-dire celles-là qui ont un chiffre d'affaires compris entre 20 millions et 50 millions, le législateur dit que pour calculer la TPS, il faut appliquer à votre chiffre d'affaires qui est compris dans cette fourchette-là, 2%, un taux de 2%. Désormais, nous avons les fourchettes, pourvu que le gouvernement reste dans ces fourchettes. Et je crois que les choses, désormais, doivent aller correctement. Parce que si l'impôt est moyen, je crois que tout le monde va pouvoir le payer. Comme son nom l'indique, la TPS vient simplifier la vie aux artisans. Pour rappel, la TPS n'est pas applicable aux entreprises dont le capital social à la Constitution est supérieur à 500 millions de francs CFA. Développer le sport en général et le roller en particulier, c'est l'objectif du comité exécutif de la Fédération béninoise du roller sport. Il a donc initié le challenge Cotonou Skating Open, une compétition qui met aux prises les patineurs béninois. Cette année, la compétition est à sa 2e édition. Bernal Djogbe, Robert Edor, Assume Gaba. Une quarantaine d'athlètes béninois ont compéti pour ce challenge. Les patineurs béninois catégorie espoir et défi sur patins adéquats se sont illustrés dès l'entame de la compétition. Voilà. Virage plus serré et couloir plus étroit, le patinage donne naissance à différentes techniques pour gagner des courses de 1000 et 10 000 mètres. L'année 2018 a été une année de rude labeur. C'est ça qui nous a permis d'aller conserver notre titre sur le plan continental en Égypte. Cette année, nous avons renoué à la pratique pour nous permettre encore de détecter d'autres talents et de mettre nos athlètes toujours en jambes pour les championnats d'Afrique dénommé Africa Roller Game qui va se dérouler du 2 au 9 novembre 2019 en RD Congo. Améliorer les performances des athlètes et la détection de nouveaux talents pour les compétitions internationales. Cette année particulièrement, nous avions voulu ajouter à cette compétition le ring hockey qui est un jeu collectif qui se joue avec les quads. Les quads, c'est les patins traditionnels. Et aujourd'hui aussi le inline freestyle. Le inline freestyle, c'est le relais acrobatique où il y a plusieurs épreuves à faire aussi. Il y a les sauts en longueur, sauts en hauteur, sauts figure et le slalom. Donc cette année, la particularité, nous avons ajouté toutes ces disciplines au challenge pour que tous ces athlètes qui pratiquent cette discipline puissent se sentir concernés par la pratique de la discipline. La 2e édition du Challenge Cotonou Skating Open a tenu toutes ses promesses. Prochaine édition dans 15 jours.
Au Kenya, environ 1,11 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire du fait de la sécheresse. C'est ce qu'a révélé l'Autorité nationale de la gestion de la sécheresse dans son bulletin pour le mois de mars. Ce chiffre marque une hausse de 69,5% par rapport à l'effectif du mois d'avril 2018. Cette progression est liée à divers facteurs comme le démarrage tardif de la saison des pluies, les précipitations intermittentes et leur faible volume qui ont affecté les récoltes. Afin de faire face à cette situation, le gouvernement kenyan a déjà alloué 13,4 millions de dollars, soit plus de 7 milliards de francs CFA. Le Scrabble n'est pas qu'une histoire d'adultes. Au Sénégal, les enfants aussi s'y essayent. Ils en font même leur jeu privilégié. Et la fédération qui les encadre nourrit de grandes ambitions, même si les moyens ne suivent pas toujours. Le reportage de la radio-télévision sénégalaise. Leur rêve, c'est d'être de futurs champions du monde à l'image de leurs aînés, tels que Babacar Mbeng. Des jeunes qui font du Scrabble leur jeu favori. Cette compétition, appelée tournoi mondial simultané, est organisée dans tous les pays africains qui partagent la langue française. Il réunit les petites catégories. On tire 7 lettres et on demande à l'enfant d'écrire le mot qu'il connaît, entre 2 et 7 lettres. Maintenant, comme il est dans sa catégorie, plus il devient grand, plus il peut écrire un mot de 3 lettres, de 4, de 5, de 6 et peut-être même faire un Scrabble. Pour réussir à former de futurs champions, il faut des moyens financiers. La fédération compte souvent sur de bonnes volontés à l'image du président du CNOS. Nous nous débrouillons avec, comment on pourrait le dire, les moyens du bord. Et c'est vrai que nous respectons notre calendrier des championnats, mais au niveau des ligues et des régions, c'est vrai qu'il n'y a pas encore le répondant qu'on attendait. D'ailleurs, dans cette lancée de la formation des jeunes, la fédération a un ambitieux programme, développer le Scrabble à l'école. Nous avons vu que le niveau en français est extrêmement faible dans les classes. Jouer au Scrabble, cela veut dire tout simplement s'amuser avec les mots, écrire des mots. Donc l'enfant qui joue au Scrabble a réglé au moins un problème. Il ne fait plus de fautes. Il a l'habitude de consulter le dictionnaire. Ce tournoi qui a réuni plusieurs jeunes est qualifié de succès par les organisateurs. Les champions vont ainsi s'entraîner davantage en vue des mondiaux qui vont se tenir à La Rochelle en France au mois de juillet. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Estelle Pazot, c'était un plaisir d'avoir suivi ce journal que vous nous avez présenté. Nous passons à présent au dernier plateau de ce soir, la rubrique Expert. L'expert est déjà là ce soir, il est bien installé à nos côtés. On parle du conte, vous le savez aussi, aujourd'hui c'est la journée mondiale du conte. Le conte, un outil de préservation de nos traditions. Bonsoir Christian Jossa, comment vous allez? Très bien. Vous êtes un conteur percussionniste. Oui. Après, vous nous direz c'est quoi un conteur percussionniste, mais avant, il a baissé la plupart d'entre nous, notre enfance. Mais pour vous, le conte, il représente quoi aujourd'hui? Le conte pour nous, c'est une école. C'est une école africaine. Le conte, c'est le transmetteur des valeurs africaines. Alors, on est d'accord avec vous, ça permet de transmettre un certain nombre de valeurs. L'Afrique étant un continent de l'oralité, le conte occupait une grande place au sein des communautés. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, le conte qui est une école pour nous est en voie de disparition. Et c'est très grave. C'est très grave parce que ce n'est pas le conte que nos aïeux ont été éduqués. Et si vous faites un regard rétrospectif aujourd'hui et vous regardez aujourd'hui dans notre société, dans notre cité, tout ce qui se passe, vraiment, si nous ne retournons pas à cette école-là, nous risquons de perdre notre tradition, nos traditions. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce que le conte ne fasse plus partie de nos quotidiens? Oui, c'est la technologie. C'est la technologie.
Aujourd'hui, vous voyez les enfants, ils sont tout le temps devant la télé. Les soirs, ils sont à la télé, tout le temps devant la télé après avoir fini de manger. C'est la télé tout le temps. Les parents aussi n'ont plus le temps aujourd'hui pour conter des histoires aux enfants parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas d'ailleurs. Ils ne connaissent pas parce qu'il faut connaître avant de le dire aux enfants. Ils ne connaissent pas. Nous sommes dans un pays où le conte est au programme dans l'éducation artistique. Mais ce conte qui est au programme est mis au dernier rang. Et une heure seulement est donnée à cette école-là, l'école africaine, l'école qui nous transmet des valeurs. Une heure seulement est donnée. 1 heure par semaine? 1 heure par semaine. Et est-ce que ce conte est dit aux enfants? Non, pas dans toutes les écoles. Nous avions fait des analyses, nous sommes allés sur le terrain, on a étudié et après notre diagnostic, nous sommes dit, nous sommes dans un pays où chaque citoyen doit participer au développement de son pays. Et c'est dans cette logique-là, nous avons initié des projets. Il y a un projet en cours dans les écoles aujourd'hui qui est intitulé « À l'école de nos cultures ». Et nous travaillons surtout sur les contes avec les enfants. C'est quoi le conte? Quel est le rôle que le conte avait joué auparavant et quel est ce rôle que le conte peut jouer encore dans nos cités aujourd'hui? D'accord. Quand vous allez à la rencontre de ces enfants-là pour leur parler du conte, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un engouement autour? Oui, les enfants aiment bien écouter les contes, mais il n'y a personne pour leur conter. Quand nous on va vers ces enfants-là, c'est la joie totale. Et quand nous les contons des histoires, ils suivent cela attentivement. Et à la fin, quand vous les posez des questions, ils répondent tous. Et chaque enfant quitte là avec une leçon de morale. Une leçon de morale. Parce que chez nous, les contes africains, c'est des contes qui véhiculent un message, surtout un message pour la vie. Donc voilà. Un message de vie que l'enfant gardera tout au long justement de sa vie sur Terre. Mais déjà, hein, je me dis que c'est peut-être la façon dont on véhiculait le conte, puisque souvent c'était la grand-mère avec ses petits-enfants autour ou le père avec ses enfants autour qui leur racontait une histoire que son père avant lui avait contée, puisqu'à un moment donné, on n'en est plus là. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir une autre façon de continuer par faire des contes aux enfants? Oui, oui. Et c'est pourquoi nous sommes vers ces enfants aujourd'hui dans les écoles. Parce que nous avions constaté qu'il n'y a plus ces personnes-là pour les conter des histoires. Vous avez dit de revoir la manière. C'est pourquoi on est dans les écoles et nous travaillons avec les enfants. Et quelle est la nouvelle manière? Ne perdons pas. La nouvelle manière, c'est d'aller vers ces enfants-là dans les écoles, dans les quartiers, hein, dans leurs zones, pour pouvoir leur conter des histoires. Hein. Parce que nous qui comptons ces histoires, nous avons écouté des histoires de ces grandes personnes-là. Mais il n'est pas bon de garder ça sur soi parce que ce sont des valeurs. Hein. Donc il faut transmettre cela et ça serait de génération en génération. Surtout, nous travaillons avec ces enfants parce qu'on est sûr d'avoir un bon résultat demain. Notre cible aujourd'hui, c'est ces enfants. Oui, puisque les enfants sont les futurs adultes de demain. On espère que si eux ils connaissent les contes, ils pourront le raconter à leurs enfants à leur tour. Il y a encore un élément très capital. Oui. Quand l'enfant écoute un conte, ce n'est pas seulement pour rire aussi ou bien pour tirer aussi des leçons. Il y a eu un élément là qui est capital. L'enfant apprend en même temps à construire sa personnalité. D'accord. Hein, sa personnalité. On a dit le conte, c'est le transmetteur des valeurs. Et quelles sont ces valeurs-là qui sont dans le conte? Alors, si je vous comprends bien, l'enfant s'identifie au personnage de ces contes-là. Au personnage. Hein, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Je prends un exemple. On parle de la corruption. On dit on doit lutter contre la corruption. Si nous ne faisons pas un retour en arrière, si on ne va pas dans notre école là, l'école qui est le conte, on ne peut jamais lutter contre la corruption. Parce que l'enfant dès bas âge, quand il écoute un conte, on dit le vol n'est pas bon. Tous ces citoyens, ces autorités qui détournent aujourd'hui, par exemple, parce qu'ils ont appris à voler lorsqu'ils étaient des enfants. Si l'enfant aujourd'hui écoute des contes,
il sait, ah, ce n'est pas pour moi, je Donc ne pour dois vous, le pas compte toucher. peut servir d'outil pour lutter contre Le la corruption. compte, ça va lutter. Le compte, c'est un moyen efficace pour lutter aussi contre la corruption. D'accord. Maintenant, on va parler du conte en tant que moyen de préserver nos traditions. Mais la plupart du temps, nos traditions, elles étaient véhiculées de façon orale. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tradition de l'écrit de plus en plus? On peut toujours dire que le conte peut préserver les traditions. Bien sûr. Bien sûr, le fait de le dire d'abord, de le dire aux enfants, c'est un moyen de préservation. Le fait de l'écrire aussi, c'est un moyen de préservation. Le fait de l'écrire d'abord, c'est très important, puisque ces aînés-là, qui sont là aujourd'hui, ils sont en train de partir. Et si nous n'allons pas vers ces aînés-là pour écouter et écrire, c'est que lorsqu'ils vont partir avec ça. Et c'est ça, Amadou Hampâté Bâ dit. Lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Nos aînés qui sont là, nos sages sont des bibliothèques. Et si nous n'allons pas vers eux aujourd'hui pour prendre ces histoires et écrire, pour mettre ça là, les générations qui vont venir, ils vont perdre cela. Et pour vous dire, c'est dans cette logique-là, nous avons un projet qui est intitulé La nuit des contes et des panégyries. Nous sillonnons les départements, nous allons vers ces années-là, nous enregistrons les contes, nous venons traiter tout ça là pour faire des recueils de contes là, toujours pour préserver ce que nous avons de plus cher. D'accord, mais est-ce que les mettre en papier va suffire pour s'assurer de la durabilité de ces contes? Non, on les met en papier. Si nous les mettons en papier, c'est fermé là. Ne veut pas dire que il faut le dire aussi aux enfants. Il faut aller vers ces enfants-là. Il faut dire aux enfants. C'est aussi un moyen efficace de préservation parce que l'enfant qui écoute, il va transmettre aussi à sa génération, d'autres générations, sa progéniture, ainsi de suite. Et ça serait de génération en génération. D'accord, mais comment amener les parents eux-mêmes à la maison? On voit dans d'autres cultures, surtout les cultures que nous avons si bien copiées, à l'heure du coucher, le parent il lit une histoire à son enfant. Ici, nous avons nos contes qu'on pourrait lire à ses enfants. Est-ce que les parents ont le temps de pouvoir le faire ici en Afrique, au Bénin, aujourd'hui? Si les parents veulent, ils vont avoir le temps. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'ils n'ont pas le temps. Quand vous avez les enfants, vous luttez pour ces enfants-là. Pourquoi vous sortez? C'est à cause de ces enfants-là, pour leur bien-être. Mais ça ne suffit pas. Il faut passer un temps auprès de ces enfants. Et c'est ce que nous constatons chez nous, au Bénin par exemple, il n'y a pas ça. La plupart des parents, ils sont là, ils vont travailler des jours ouvrables. Les week-ends, ils ne sont pas là pour s'occuper des enfants. Vous allez les voir sur des cérémonies, ainsi de suite. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est pourquoi elle dit, s'ils veulent avoir le temps, ils auront le temps pour les enfants. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi un autre moyen de pouvoir intéresser les enfants aux contes, c'est peut-être mettre ces contes-là en dessin animé, avec des images qui leur parlent et la morale de l'histoire bien écrite à la fin. Est-ce que pour vous aussi, cette façon de faire découvrir le conte à nos enfants, ce serait bien? Vous voyez, quand on prend un symbole ou bien l'image, c'est le moyen. Cette manière touche plus l'être que de le dire sans des images et des symboles. Le dessin animé, c'est très bon, ensuite des dessins et montrer aux enfants, ça touche mieux l'enfant aussi. C'est un moyen aussi efficace qu'on peut adopter dans des bandes dessinées, un conte, et on illustre les dessins, ainsi de suite. Ça touche mieux, même les grandes personnes qui suivent, ça les touche mieux. Ça les touche profondément. D'accord. Maintenant, pour le conteur que vous êtes, est-ce que c'est possible de compter, je ne sais pas, sur une voix, un message audio, et vous pouvez peut-être partager ça avec les parents qui font écouter leurs enfants et qui s'enrichissent tout en vous écoutant, mais aussi le support numérique? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour tout à l'heure, j'ai dit, nous enregistrons les contes, nous faisons le traitement. Il y aura version écrite
et version audio. D'accord. Hein? Même quand nous allons dans les écoles pour dire des comptes, et il y a même des enseignants qui enregistrent cela pour pouvoir écouter et faire écouter aux enfants aussi. Autour d'eux. Voilà. Mais comment on devient conteur? Pour devenir conteur, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Un conteur, c'est celui-là auparavant qui est resté auprès de ses aînés et qui sait manger avec ses aînés. Quand vous ne savez pas manger avec vos aînés, vous ne pouvez pas être conteur. Parce que c'est quand vous mangez avec eux qu'ils vous apprennent. Voilà. Hein? Il faut savoir manger avec eux, marcher avec eux, demander. Il y a une manière aussi de demander à connaître les choses. Et quand vous n'avez pas ces manières-là, vous n'aurez pas leur connaissance-là. D'accord, pour pouvoir les partager avec les autres. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du conte, si vous aviez un message à lancer pour que le conte puisse mieux se porter dans nos sociétés, ce serait quoi? Oui. En 30 secondes. Hein, en 30 secondes, oui. Voilà. Je dirais tout simplement que si nous n'allions pas à notre école, une école qui transmet les valeurs, nous risquons de perdre nos valeurs africaines. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, notre association Passion Culturelle, présidée par le professeur Aimé Avolontor, nous célébrons cette journée aujourd'hui à Porto Novo. Et aujourd'hui, il y a une grande nuit et il y aura des enfants autour des lampions, des communions ce soir à partir de 18h. Pour écouter les histoires qu'on aura à leur raconter. Voilà. Merci à vous, Christian Djossa. Nous rappelons que vous êtes conteur, percussionniste. Avec vous, on s'est intéressé au conte comme vecteur de préservation de nos traditions. C'est terminé pour la rubrique Expert. ActuWeb s'annonce derrière ceci avec Adonis Bon. Adonis Bohou, merci de nous avoir rejoints. On commence par une information un peu triste qui concerne un doyen dans le métier, Serge Ologoudou, un collègue qui est parti les âmes à la main. Bonsoir Adonis. Bonsoir Aniat. Bon, c'est vraiment pas une bonne chose de commencer par cela, mais bon, il le faut pour la qualité de l'homme qui a été avec nous, Serge Ologoudou, qui est journaliste, animateur de l'émission Béné Cadence sur Atlantique FM. Pour ceux qui connaissent cette émission, nous a quittés hier. Beaucoup de personnes lui rendent hommage. Nous avons pu recueillir certains hommages. Nous commençons d'abord par Isaac Olou. Je suis très attristé en apprenant cet après-midi de ce 19 mars la disparition de Serge Ologoudou, journaliste, manager du groupe Teriba et grand animateur sur Atlantique FM. Promoteur du festival Festin Vocal qui a eu à le recevoir sur son émission. Je tiens de lui un homme très humble, effacé et un fin critique musical. Que Dieu l'accompagne. Il va nous manquer, hein, surtout ses critiques à Adonis Bohou. Est-ce que vous avez été sur la page de Assum Gaba? Il n'a rien écrit sur Serge Ologoudou? Il vaut mieux ne pas aller d'abord pour Assum Gaba. Moustapha Prince Aounou, Canet noir, noir et noir. Où que nous soyons et que quelle qu'en soit notre préoccupation, ayons une pensée pieuse pour notre collègue Serge Ologoudou, journaliste culturel. Toujours sous les hommages avec Zigzag Festival, Serge Ologoudou, au revoir l'ami, avec des émoticônes de tristesse. Je suis béninois, bonne route à toi, Serge Ologoudou, sur les chemins de l'ailleurs, femme en paix, et de douces pensées pour les Teriba. Enfin, avec Thierry Sossou, je ne l'ai pas connu personnellement, ce que je sais de lui, il avait un amour fou pour la culture béninoise. Il en avait fait la promotion à travers ses programmes radio sur Atlantique FM. C'est avec beaucoup de peine que j'ai reçu la nouvelle de sa disparition. Repos éternel, Serge Ologoudou. Voilà, on a fait le tour hein, de quelques hommages. Nous oui. aussi, ici, on lui souhaite de reposer en paix et qu'on espère que la génération qui viendra après lui continuera le même travail et cette même passion pour la culture. De la culture béninoise. La culture béninoise, oui. On passe à une autre information. WhatsApp lance la recherche d'images inversées. Et oui, pour lutter contre les fake news, c'est possible déjà, c'était possible sur Google, grâce à une image, de savoir la provenance d'image, la date à laquelle l'image a été prise et dans quel contexte elle a été prise. Ce sera bientôt possible aussi avec WhatsApp qui envisage à travers deux options. La première, c'est d'abord un navigateur qui vous permettra d'abord de lire les articles
directement sur WhatsApp sans forcément aller encore sur le navigateur. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est comme il l'a fait déjà en intégrant la possibilité de lire les vidéos de YouTube directement dans l'application. Ce sera la même chose aussi avec les articles prochainement, de pouvoir lire les articles directement dans l'application WhatsApp. D'autres choses, ce sera à partir d'images qui vous a été envoyées, de faire la recherche inversée, c'est-à-dire vous tapez recherche d'image et vous mettez l'image dedans. Il va vous chercher d'où est-ce que l'image est venue. Là, voilà, ça c'est toujours... On pourra, au moins ça va nous rassurer, hein, les images qu'on envoie d'ailleurs et qu'on dit que c'est au Bénin, on sera plus certain. Alors, un oiseau vendu... Donc, toujours pour lutter contre les fake news, le réseau avait d'abord annoncé, ça fait partie de plusieurs mesures. La dernière en date, c'est que le WhatsApp a annoncé supprimer 2 millions de comptes chaque mois pour lutter contre la diffusion des fausses informations. Alors, la guerre est déclenchée contre les fake news. Contre les fake news. Un oiseau vendu à des millions d'euros, qui l'a acheté? C'est qui l'heureux acheteur? Eh bien, jusqu'ici, le pigeon le plus cher de l'histoire des ventes sur Internet était New Blixen, qui a été vendu à 316 millions d'euros. 316 000 euros, c'était en novembre dernier. Mais Armando est désormais une vedette. Ce pigeon dressé en Belgique a été vendu dimanche dernier à 1,25 million d'euros lors de la vente aux enchères en ligne. 1,25 million d'euros. Parfois, une vie d'oiseau peut être intéressante. Il deviendra l'oiseau le plus cher de son espèce au monde. Cela a été annoncé par le site spécialisé Pigeon Paradise, qui a annoncé ce record mondial à la tif de Pando, un pigeon flamand de l'élevage. Il faut souligner que les Chinois ont un très fort intérêt pour ces genres d'espèces. D'accord. Voilà. Alors Armando devient très célèbre, il devient l'oiseau le plus cher au monde. Il faut savoir que, pour terminer, c'est que les Chinois vont utiliser certainement ce volatile pour créer encore de nouveaux champions, parce que ils vont le reproduire. Ils vont le reproduire, mais ils l'utilisent souvent dans certaines courses ou des combats. Ah d'accord. Voilà, oui, c'est ça. Merci Adonis Bon. Ce sera donc tout pour ActuWeb ce soir. Ouais. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous nous acheminons vers les derniers instants, les dernières minutes plutôt, de ce numéro du Grand Rendez-vous. Mais avant de nous quitter, le rappel de la météo. Notre instant citation à présent, le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. Le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. C'est une citation d'Amelia Earhart. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Eh bien, le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.